un message à donner. Déjà, premièrement, à la maison, on écoute qui? À l'école. Ça n'a pas l'air limpide à l'école. À l'école, quand vous êtes à l'école, c'est le maître qui est responsable de vous. Et quand vous êtes à la maison, c'est les parents qui prennent le. Surtout, ne croyez pas quand vous êtes dans le quartier que vous êtes obligé d'y aller. La rue n'a jamais fait une éducation. Restez, moi j'ai vu des enfants qui sortaient de l'école, ils jetaient le cartable dans le parc qui est à côté, ils vont jouer, les parents ne s'inquiètent pas à quelle heure ils vont rentrer. Ça, c'est très important. Parce qu'il était habitué peut-être que les parents n'ont pas exigé ça de lui. À 5 minutes, il est en retard. Je veux les explications. Il est passé où? Qu'est-ce qu'il a fait? Au fur et à mesure, après, il ne le fera plus. Un conseil à vous donner, c'est d'écouter les grands, d'écouter surtout vos parents. Et il y a plein de choses à dire. Et ne pas être exigeant à des choses matérielles, quoi. Les jeux, les façons d'aujourd'hui, toute la technologie qui est aujourd'hui. Voilà, il y a une question précise, il y a tellement de choses à dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour sa première rencontre. Avec plaisir. Est-ce que ça répond? Donc, à 65, l'école est venue à notre village. Et de notre village, il y avait une groupe de gens, des enfants comme vous, ils sont allés à l'école. Quand ils ont fini leur primaire, moi je suis arrivé. En 75, je suis allé à l'école. 75, non, en 70. En 70, je suis allé à l'école. Et donc j'étais à côté. Le village, à côté de notre village, le quartier que j'avais dit, moi j'étais là-bas. Nous, on traversait deux rivières pour aller. En été, ça allait, mais en hiver, c'était difficile. Et puis, pour aller à l'école aussi, il fallait amener un morceau de bois en hiver pour chauffer l'école. Ok? Et puis, comme il a dit, on n'avait pas assez de chaussettes et ni chaussures. On avait froid, on avait tout ce qu'il faut, mais là-bas aussi, on avait un uniforme. On était en uniforme pour aller à l'école. Tout le monde pareil. On avait une tunique noire avec un col blanc. Peut-être vous voyez dans les films, en Turquie, on était comme ça. Je pourrais pas dire que ça me manque parce que j'ai gardé le contact en fait. J'ai gardé ce contact parce que je suis pas née ici, j'ai pas grandi en France. Donc j'ai gardé ce contact, ma famille, même mes collègues éducateurs et directeurs. En Algérie, j'ai toujours le contact avec eux. Quand je vais l'été, par exemple, je vais les voir, on se voit, on se fait des restos et on parle de la nostalgie, quoi, de nos années. Donc, il n'y a pas seulement que vraiment d'exilés qui n'a jamais vu son pays depuis 62. Non, je vis pas ça comme ça, moi. Donc votre installation en France, c'est pas une rupture. Vous avez encore des liens avec l'Algérie. Le fait que j'ai décidé, je venais pourtant chaque année en France faire mes colonies de vacances avec. Mais c'est vrai que c'était un peu. Il y avait cette culpabilité, oui, mais il n'y a pas que toi qui vivais le terrorisme. Il y avait une culpabilité. Mon père, on sachait que mon père prenait les armes contre les islamistes dans les montagnes, qui passaient les nuits dehors à son âge. Il y avait cette... mais voilà quoi. Après, ça s'est calmé, parce qu'après, ça s'est calmé déjà au niveau terrorisme, il n'y en a plus. Et puis j'ai gardé ce contact. Il y a une question là, du jeune homme. Est-ce qu'un jour vous allez retourner en Algérie? Mais on y va de temps en temps. Ah oui. Je vais pratiquement, je fais même du tourisme maintenant. Donc, Du tourisme? oui. Oui. Donc, c'est ce que je disais à votre professeur. Il n'y a pas eu cette coupure. Il y a eu la coupure au début, quand je me suis installée. Oui.
Mais ça n'a pas duré. Après, tout... Vas-y. Si vous étiez bien financièrement. Oui, tes parents à cette époque-là, oui. Oui, oui, voilà. Donc en 54, quand le Vietnam est divisé en deux, mes parents ils ont fui le communisme. Donc du coup, ils ont allé à Saigon, qui est ici. En fait, parce que comme... C'est votre première migration. Voilà. Vous partez à 1000 km. Voilà. Il a raison de sa question. Est-ce que ça allait financièrement pour tes parents? Et pour cette première migration, vous perdez tout? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand on part du nord vers le sud, on perd tout. Hein. Nos maisons, les voitures, on laisse tout. Tout est confisqué par l'État. Hein, d'accord? On perd tout. On part avec les valises. D'accord? Donc on perd tout. Mes parents, ils ont migré vers le sud en 54 et ils perdent tout. Les voitures, la maison, la famille, ils perdent tout. Voilà. Et vous pouvez partir parce que ton père était français. Voilà. Mon père pouvait aller au sud parce qu'il était français. Comme il y a une convention entre la France et le Vietnam, on ne touche pas aux Français. Donc, on les laisse partir librement. D'accord? Mais il n'y a que... Là-bas, il y a deux questions. Vas-y. Oui. Comment il était français? Alors, comme je disais, mon père, il était de boulangerie. C'était un comptoir français. Tous ceux qui habitent dans les comptoirs français peuvent obtenir le papier français s'ils le souhaitent. Donc mon père, il est déjà français. Enfin, en papier, c'est pas grave. Voilà, donc il pouvait aller... Il y avait une autre question, je ne sais plus qui. Là, tu en as une autre. Oui. Si vous avez des enfants, est-ce que si par exemple on sera encore en guerre, vous aurez envoyé vos enfants à l'école? Si. Est-ce qu'il demande, s'il y avait la guerre, tu enverrais tes enfants à l'école? Ah oui, de toute manière... L'école continue? La guerre ou pas la guerre, l'école continue. Hein. C'est pas parce qu'il y a la guerre que l'école s'arrête, on continue l'école. Hein. C'est comme le Covid. Moi j'ai une question. Donc, vos parents migrent dans le sud du Vietnam, oui. À Saigon, à cause du communisme. Oui. Mais est-ce que c'est parce que le communisme a eu un impact sur leur vie quotidienne, sur le commerce par exemple? Parce que, je ne vais pas faire la politique, mais le communisme, à l'époque c'était une dictature. Hein. Donc tout ce qui est le commerce, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est cinéma, spectacle, interdit. Tout considéré comme de la décadence. Sauf les films, les spectacles, les commerces autorisés qui fait la propagande pour le gouvernement, oui, c'est autorisé. Mais tout ce qui n'est pas beaucoup de la propagande pour le gouvernement, c'est interdit. C'est considéré comme décadence occidentale. Voilà. Et tu perds une partie de ta famille, parce que tous les frères et sœurs de ta mère, ta mère est vietnamienne. Ils n'ont pas le droit de partir. Non, pas le droit. Ma mère pouvait partir parce qu'elle épousait un Français, de papier. Ouais. Voilà. Sinon, tous les frères de ma mère doivent rester au nord. Ils n'ont pas le droit de quitter ils n'ont pas le droit d'aller au sud, d'accord? Et tu ne les verras jamais avant 1975, oui. Où tu vois quelqu'un de ta famille, oui. Un frère de ta mère, en soldat Viet Minh. Voilà, c'est ça. Donc, bien sûr... ça, c'est par rapport à... Voilà, donc, donc du coup, en 54, le Vietnam est divisé en deux, a coupé en deux, comme la Corée du Nord, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne de l'Est, comme l'Allemagne de l'Ouest. Ils sont coupés en deux à cause de la géopolitique. D'accord? Donc, même si en 54, le Vietnam est divisé en deux, il y a quand même une guerre civile entre le Nord et le Sud, parce que le Nord, il veut absolument unifier le Vietnam par la guerre. Oui. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Paris ou 16e arrondissement. 16e arrondissement, c'est l'opposé de Sarcelles. Il n'y a que des gens qui ont beaucoup d'argent, il n'y a que des gens qui ont je ne sais pas quoi. Et en fait, là, j'arrive et on me dit que j'ai un accent quand je parle. Je me dis, bah non, j'ai jamais eu d'accent. Et en fait, j'avais l'accent de banlieue. Et là aussi, c'était ma deuxième déception. Je me dis, ah, j'ai fait tout cet effort pour m'intégrer. Et là, on me dit que j'ai un accent de banlieue, j'étais dégoûté. Et là, ça a duré. Après, il y a eu aussi les 2 années où je suis resté à cette école. Où je suis resté 3 ans, mais les 2 années, première année, c'était super dur. Même en économie, j'avais des notes du genre 0,5 sur 20. Mais c'est des années où tu souffres. Et en fait, j'ai compris après, la différence que j'avais avec d'autres élèves de ma classe, c'est qu'il y a une fille, par exemple, elle avait juste 6 ou 7, elle pleurait. Physiquement, il y a des gens, ils pleuraient.
Mais moi, comme j'étais habitué à des mauvaises notes, ça me gênait pas, moi. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que tu as une force que les autres, ils en ont pas parce que tu viens de Sarcelles. Et comme nous, on a connu tellement des galères et de la merde que tu peux t'en sortir après. Et juste, je reviens parce que j'ai posé la question en rentrant s'il y avait encore la plaque de M. Aviles, et on m'a dit que oui. Ouais. Dans les escaliers, vous avez une plaque d'emploi. Ouais, je vais juste faire parce que je vais te le raconter. Non, c'est pas. C'est à partir de là que j'ai dit, c'est à 16-17 ans, je ferme ma bouche. Alors là, donc c'est pas à cet âge-là que je vais fermer ma bouche et les pas. Et donc, j'ai continué à travailler et il y avait un bureau de main-d'œuvre. Il y avait un bureau de main-d'œuvre à Tizi Ouzou qui recrutait pour venir en France. Il fallait avoir une promesse d'embauche, etc., etc. Et donc, j'ai demandé, évidemment, mon père dit, bon, ça va, il est d'accord, puis vas-y, etc. Mais ma mère, qui a perdu toute sa famille, et toute sa famille, hein, pendant la guerre, pour elle, ça fait un grand pincement au cœur. Elle dit, attends, tu vas nous... Oui, mais bon, c'était comme ça, il fallait partir. Donc, j'ai été au revoir parce que j'étais fiancé avec la fille, donc j'ai été au revoir, j'ai dit, voilà, je vais partir en France, mais je reviendrai pour le mariage, et puis après, on partira ensemble. Et donc, c'est ma grand-mère, que vous avez vu tout à l'heure, qui m'a payé le voyage. Elle m'aimait tellement parce que je portais le même prénom que son fils qui a été aussi tué pendant la guerre. Mais votre maman, elle prend pas ça pour une trahison, le fait de partir en France, pour eux, c'était pas une trahison? Pour elle, c'était un peu ça. Pour elle, c'était un peu, on s'est battu pour avoir notre indépendance, on a sacrifié toute notre jeunesse. Qu'est-ce qui vous motivait alors? Parce que même vous deviez... Non, moi ce qui m'a motivé, c'est la liberté. Parce que bon, l'Algérie, c'est très, c'est militaire. Hein. Donc le fait déjà que je mène une grève pour avoir le salaire, alors qu'on avait travaillé 3 mois, on n'avait pas touché notre sol, pour moi, c'est une liberté. Donc si je continue à travailler là-bas, je dois me soumettre. Alors je dis non. Je ne vais pas me soumettre, pour moi, au régime, à la pensée unique en quelque sorte. Donc, je pars. Pourquoi vous acceptez toujours de venir devant les jeunes? Parce que vous le faites depuis 20 ans, donc j'essaie de vous dire là. Et quel est votre message? C'est une question très importante pour moi. Je ne vais pas dire que c'est des choses banales, mais moi je vous les trouve formidables. Mais formidables dans le sens que vous m'écoutez pendant 1 heure. Vous savez, ça m'encourage, ça prouve que vous vous intéressez, parce que je ne parle pas de choses faciles. Merci de m'avoir écouté, et il y a une chose que je voudrais vous dire. Vous savez, la liberté, on la perd facilement, mais vraiment facilement. À travers mes récits, vous devez vous apercevoir. Donc, pour la retrouver, ça c'est notre paire de manches. Et il faut être conscient qu'au moment, vous avez les droits des votes, bulletins de vote, vous avez les droits de décider de votre avenir, faites-le, votez, ça c'est très important. Je vous dis pas pour qui, pourquoi non. Les importants qu'il faut voter. Il faut être conscient de l'importance de vote.
Et encore, 1000 fois merci pour m'avoir écouté.